Bienvenue à tous dans cette pastille dédiée à comment aider une personne à sortir du stress quand j'ai une personne qui est stressée en face de moi en fonction de son type de stress. Comme pour les vidéos précédentes, nous vous proposons donc un contenu qui se base sur les travaux de l'Institut de recherche en neurocognitivisme où nous sommes formés chez Epigo. Alors aider une personne à sortir du stress, ça suppose plusieurs étapes. La première chose, c'est qu'il y a 2 étapes distinctes. Quand je suis en situation de stress à un instant présent, il est très difficile, pour une personne qui est en stress, d'avoir accès à son cortex préfrontal, d'avoir accès à ses idées, de se raisonner. Donc en fait, la première chose à faire quand il y a une personne en face de nous qui est en situation de stress, c'est d'agir à travers le comportement. Et d'abord, on va avoir une attitude qui va travailler sur ce comportemental. Que ce soit moi qui stresse, et dans ce cas-là, je vais travailler moi-même avec des outils comportementaux pour faire redescendre la pression, pour me connecter à mes sensations, etc. Et si c'est une personne qui est en face de moi qui stresse, eh ben, je vais avoir des outils qui sont plutôt relationnels et comportementaux, et pas des outils qui sont intellectuels et qui cherchent à conceptualiser la situation, faire prendre du recul, parce que quand une personne est en stress, en fait, à ce moment-là, elle n'est plus en mesure d'avoir accès à son mode adaptatif et donc elle n'est plus en mesure de faire appel à ses facultés cognitives. Donc la première chose, c'est le comportemental et précisément, ça va être l'objet de cette vidéo. Ensuite, une fois que la personne est sortie de son stress, ou que son stress n'est pas trop important à un instant T, dans ce cas-là, on va utiliser d'autres outils, et ça fera partie des outils de pratique qu'on va vous proposer dans d'autres capsules vidéo, des outils intellectuels, donc cognitifs, des outils émotionnels et comportementaux également. Et enfin, du coup, l'idée, c'est que la pédagogie aussi, le fait de comprendre comment fonctionne le stress, de comprendre ses différents modes moto, participe au fait d'être mieux équipé, d'être mieux préparé pour gérer son propre stress et celui des autres, par exemple quand on accompagne des gens, quand on est manager, en tant que parent, etc. Et donc dans cette pastille, on va se concentrer sur les attitudes relationnelles qui favorisent la sortie du stress et celles qui les aggravent, c'est-à-dire à un instant T, je suis en face d'une personne qui stresse, qu'est-ce que je peux faire? On va démarrer donc par le stress de fuite. Alors quelques rappels sur le stress de fuite. En stress de fuite, j'ai mes idées qui partent dans tous les sens, c'est la confusion, j'ai du mal à m'organiser, ça tourne dans ma tête, je vais me sentir agité, anxieux, je vais avoir peur, je vais vouloir résoudre le problème le plus vite possible, échapper au danger, et je vais avoir les yeux fuyants, je vais chercher du regard les sorties, les sorties de secours, je vais avoir une voix instable, je vais être très agitée, avoir une respiration courte, je vais avoir chaud, voilà, et je vais surtout avoir envie de partir et de fuir ce que je perçois comme un danger. Face à ça, concrètement, les attitudes relationnelles, si je suis en face d'une personne qui est comme ça, donc on va imaginer que, je suis manager et que je suis en train de faire, une évaluation d'une personne de mon équipe. Cette personne a un comportement qui ressemble au stress de fuite. Donc, par exemple, la personne va être très nerveuse, va pas me regarder dans les yeux, va regarder ailleurs, va regarder par la porte, va ne pas être en face de moi d'un point de vue physique, par exemple en se mettant sur le côté comme ça, comme si son corps se préparait à partir. Peut-être va avoir des tremblements. Voilà, tout ça me permet de dire, ah tiens, je vois qu'il y a une personne en face de moi, la personne de mon équipe, qui potentiellement là est en stress de fuite. Qu'est-ce que je peux faire moi, concrètement, en tant que manager, vis-à-vis de cette personne, pour favoriser sa sortie du stress? La réponse, c'est, comme mon objectif en stress de fuite, c'est d'échapper à la contrainte, c'est de permettre à la personne, dans un premier temps, de lui laisser une issue. C'est-à-dire qu'il s'agit, dans un premier temps, de gérer le stress et donc de permettre à la personne de faire redescendre ce stress. Ensuite, on pourra reprendre la situation un peu plus tard. Mais dans un premier temps, la réponse, c'est laisser une issue à la personne. Et laisser une issue, ça veut pouvoir dire plusieurs choses du point de vue de mon comportement. Déjà, laisser une issue, c'est laisser une issue dans la manière dont la personne va faire des choix. Donc la première chose, c'est que si je suis manager, je vais lui permettre de lui donner plus de temps, de poser des questions ouvertes, de ne pas lui demander de s'engager, par exemple.
de lui ouvrir plusieurs hypothèses. Donc j'ouvre des idées, j'ouvre des pistes, j'ouvre des options. Et par ailleurs, comme la personne en face de moi est en stress de fuite, la personne a beaucoup de mal en fait à organiser ses pensées. Donc je peux simplement l'aider à organiser en disant bah voilà, les enjeux c'était ça. Est-ce que tu te souviens du contexte dans cette situation? C'était ça le contexte et c'était ça les objectifs macro qu'on cherchait à avoir. Donc c'est vraiment reprendre de la perspective et éventuellement aider à organiser les pensées en disant bah voilà, dans l'évaluation que je te propose, il y a 3 dimensions clés. La première dimension qui parle plutôt des productions qui ont pu être faites, la deuxième dimension qui parle davantage du comportement dans l'équipe, et la troisième dimension qui parle de ton implication vis-à-vis de ce qui est fait en interne, par exemple. Voilà, donc c'est remettre de la structure, remettre de l'organisation dans les pensées de manière macro, et aider à percevoir les enjeux, à prendre du recul en ouvrant les choses. Et une question ouverte, par exemple, c'est quoi? C'est qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu pourrais faire dans cette situation? Comment s'est passé ton semestre, par exemple, si je suis dans le cas d'une évaluation? Et donc, à l'opposé, une question fermée, c'est une question qui appelle simplement un oui ou un non. Ça, c'est ce que je peux dire. Maintenant, quels sont les ressentis que je peux partager, donc les émotions que je peux véhiculer? 2 choses clés. La première chose, c'est montrer ma flexibilité, le fait que je ne suis pas fermée, le fait que je suis en situation d'ouverture pour exprimer mon respect de la liberté de l'autre. C'est-à-dire le fait de laisser la possibilité à l'autre d'exister, d'être libre de ses choix, sans chercher à le contraindre. Et d'un point de vue comportemental, qu'est-ce que ça veut dire laisser une issue à quelqu'un? Déjà, ça veut dire rester dans le calme, bien sûr. Et par ailleurs, on imagine que si c'est moi le manager et que la personne en face de moi est stressée parce que c'est moi qui vais livrer l'évaluation, le danger perçu, c'est moi. Donc, il s'agit que moi, je me mette à distance. C'est-à-dire que je laisse une issue à la personne, même physiquement. Donc, je vais essayer de garder une certaine distance, respecter la bulle d'intimité de la personne, éventuellement me mettre à côté pour ne pas être en face et ne pas me présenter comme une menace ou, on va dire, acculer quelqu'un dans un coin, même physiquement. Ça peut vraiment être stressant. Donc là, je vais garder de la distance et je vais me positionner en coéquipier à côté d'eux. Je vais laisser de la place et je vais pas demander à la personne de me fixer ou de me regarder de manière prolongée. Alors à l'inverse, quels sont les comportements qui pourraient aggraver le stress de fuite? C'est-à-dire mettre la personne en situation de stresser encore davantage et donc euh, malheureusement passer à côté de la possibilité que la personne reprenne ses moyens, que la personne se calme, remobilise ses facultés cognitives et donc remobilise son mode adaptatif. Alors, comme mon objectif c'est d'échapper à la contrainte, la première chose dans les phrases pièges, bien sûr, c'est forcer la personne à s'engager. C'est par exemple, si je suis manager dans la même situation, c'est bon, est-ce que tu me promets maintenant que là, tu vas t'engager sur tel et tel objectif pour le prochain semestre? Ça, c'est un engagement, c'est forcer à s'engager à un instant donné sur une opinion, une décision, et donc c'est en fait acculer intellectuellement la personne. Et donc ça aggrave vraiment grandement le stress de suite. La deuxième chose, c'est le fait de moraliser, de juger, ou de dire voilà, quelle est la vérité, concrètement de se faire le porte-parole de la vérité, en disant c'est comme ci ou c'est comme ça, là ça va pas, t'as pas été bon, là, en sanctionnant. Donc ça peut être vécu pour quelqu'un qui est en stress de fuite, vraiment comme une contrainte, une manière d'acculer en fait, de me mettre dans un coin et de me menacer. Donc c'est perçu comme une menace supplémentaire alors que je suis potentiellement déjà en stress de fuite. D'un point de vue émotionnel, c'est montrer mon agacement. Ça aggrave complètement le stress de fuite également. Et le fait de juger, d'être très sévère, d'être dur, ça amplifie l'impression de menace et de danger dans le cas d'un stress de fuite. Et bien sûr, d'un point de vue comportemental, si je me mets très proche de la personne, que je lui demande de s'engager tout de suite, que je lui coupe la parole, que je lui demande, que je lui ordonne de me regarder droit dans les yeux maintenant, de se tenir de telle et telle manière, en moi-même en criant ou en menaçant,
et bien évidemment, en fait, tous ces comportements vont conduire la personne à aggraver en fait son stress. Donc vous allez me dire, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire si je vois que la personne est en panique et en fuite? En fait, face à la fuite, la première chose, c'est laisser du temps, laisser de l'espace. Sur le coup, il est très difficile de gérer la situation et de refaire prendre le contrôle par la personne à la situation. Donc, si vous êtes un manager et par exemple vous êtes en phase d'une évaluation, vous êtes en train de lui faire un retour sur un rapport, quelque chose qui a été produit, c'est je vois que c'est pas nécessairement le moment pour toi, voilà les grands enjeux, et je te propose qu'on en reparle à un moment qui puisse te convenir, par exemple demain, par exemple dans une heure, en ayant repris un peu de recul par rapport à tout ça. Et on pourra se reparler à ce moment-là de tes idées, de qu'est-ce que tu en penses et de ta mise en perspective. Voilà, donc c'est laisser du temps, laisser de l'espace à la personne pour que la personne puisse effectivement se replier, parce que c'est son besoin fondamental à ce moment-là. Et ensuite, reprendre ses esprits pour pouvoir revenir vers vous un peu plus tard. Le stress de lutte, alors pour rappel, le stress de lutte, comment il se manifeste? Comment je sais qu'une personne est en stress de lutte? On va imaginer que on vient d'avoir avec une autre personne dans la rue un accident de voiture. Le stress de lutte, c'est la personne qui pense qu'elle a raison, qui a un sentiment d'injustice très fort, qui va avoir le souci d'être direct, concret, précis, qui va être très énervé, en colère, très agacé. La personne sort de sa voiture, a un sentiment de supériorité en disant que vraiment je suis absolument stupide, que c'est de ma faute, et qui a une impatience très 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 forte. Et d'un point de vue comportemental, c'est des personnes qui vont voilà hausser la voix, insulter, avoir un visage rouge, avoir un comportement très menaçant, très proche physiquement, avec les épaules, les poings serrés. Voilà, quelque chose qui est vraiment dans le fait de chercher à dominer et à impressionner l'autre. Qu'est-ce que je peux faire face à une personne avec qui je viens d'avoir un accident de voiture, qui visiblement est en stress de lutte, pour bah, déjà éviter potentiellement de me faire agresser, c'est pas un mal, mais aussi en fait permettre tout simplement, si je viens d'avoir un accident de voiture, de faire un constat, de faire en sorte que je puisse en fait établir voilà, un bilan de la situation, appeler l'assurance, éventuellement appeler le SAMU s'il y a besoin. Donc avoir un comportement qui me permette de gérer cette situation-là. Quand je suis en stress de lutte, je cherche à impressionner et à dominer. Et concrètement, la réponse à apporter à ça, c'est le fait d'être calme et de montrer qu'on est soi-même pas en train de chercher à dominer l'autre. Ce qui aggrave le stress de lutte, on le verra juste après, c'est justement de se mettre soi-même en lutte. C'est ça qui va faire monter la sauce. Donc le fait de rester calme et précis sans dominer, c'est ça qui va faire descendre le stress de lutte, c'est-à-dire que l'autre ne va plus être perçu comme une menace. Donc mon stress de lutte n'a plus nécessairement d'objet. Qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, rester sur les faits. Le stress de lutte n'entend pas les émotions, le stress de lutte n'est pas dans l'empathie du tout. Donc, je reste factuelle. Donc, par exemple, bah, je vois que vous avez embouti ma voiture sur l'aile droite. J'ai effectivement omis de mettre mon clignotant avant de tourner. Et du coup, vous n'avez pas eu le temps de freiner et on a eu cet accident de voiture. Voilà, on reste factuel, on ne dit pas c'est de votre faute ou etc. ou chercher à avoir raison. On reste vraiment sur les faits. Et par ailleurs, qu'est-ce que je peux dire? Je peux faire une proposition. C'est-à-dire, bah maintenant, je vous propose tout simplement qu'on établisse le constat pour nous permettre d'avancer. Donc, c'est des propositions qui permettent d'aller dans l'action, de faire des choses de manière factuelle et précise. Quels sont les ressentis que je peux partager? Alors, on a vu que le stress de lutte, il est très sensible à l'injustice. Donc, il y a un enjeu qui est fort dans les ressentis à partager pour faire baisser le stress de lutte, c'est se montrer juste. C'est, là, dans l'exemple que je viens de vous donner, j'ai reconnu que je n'avais pas mis mon clignotant. Voilà. Si j'ai des torts, si j'ai effectivement des torts dans la situation, c'est reconnaître ces torts-là et pouvoir les exprimer, au même titre que je vais pouvoir exprimer de manière factuelle les torts de l'autre s'il y en a, bien sûr. Et l'attitude que je peux avoir, bien sûr, se montrer calme, garder une certaine distance de façon physique et montrer que je suis dans l'action, en train
en train d'essayer de résoudre la situation. C'est ça qui va faire baisser le stress de lutte. A contrario, qu'est-ce qui peut aggraver le stress de lutte? Comme je le disais tout à l'heure, c'est montrer que soi-même, on est en train de chercher à dominer l'autre. Il y a plusieurs manières de faire ça. Ça peut être tout simplement le fait de soi-même menacer l'autre verbalement. Ça peut être par des insultes. Dans un accident de voiture, c'est assez fréquent pour les Français d'avoir recours à l'insulte assez rapidement. De chercher à diminuer l'autre, ça peut être en faisant du sarcasme, ça peut être en essayant de ridiculiser l'autre. Ça, c'est aussi une manière de dominer quelqu'un, que de le ridiculiser. Ou en mentant. C'est une manière de prendre le contrôle sur la situation. Et donc, de la même manière, face à quelqu'un qui est en stress de lutte, ce sera perçu comme une façon d'essayer de contrôler ou de dominer l'autre. Donc le fait de mentir, d'insulter, de menacer, d'être sarcastique ou de ridiculiser l'autre, tout ça, ça va être perçu comme une menace. Donc, d'un point de vue émotionnel, bien sûr, le fait de se moquer ou d'être injuste, c'est ça qui va aggraver en fait vraiment le stress de lutte. Et d'un point de vue comportemental, eh ben, ça va être soi-même, si moi-même je me mets en situation de couper la parole et donc d'être dominant, ça va aggraver les choses. Et puis le deuxième exemple, qui est important aussi dans les comportements aggravants, c'est par exemple le fait d'être hésitant, d'être lent, d'être fuyant, c'est-à-dire ne pas avoir un comportement qui est précis, dirigé vers l'action, clair, factuel. Ça va également aggraver le stress de lutte. On y verra, on y reviendra dans une prochaine vidéo, mais là vous entendez potentiellement déjà que le stress d'inhibition où je suis lent et hésitant et le stress de fuite où je suis fuyant, face au stress de lutte, ils vont potentiellement aggraver ce stress de lutte. On y reviendra plus tard pour voir comment gérer ces situations. Et enfin, le stress d'inhibition. Donc pour rappel, en stress d'inhibition, je cherche à être protégée. Je vais rechercher du soutien, j'ai besoin de reconnaissance affective, qu'on s'attache à ma personne, et je vais avoir tendance à dévaloriser mes capacités ou mes compétences. Je vais me sentir défaitiste, je vais me sentir j'ai envie de rien, je vais me sentir impuissant et inférieur. Et en stress d'inhibition, je cherche à faire le mort. Donc concrètement, je vais avoir un teint pâle, un pouls faible, je vais avoir la température qui baisse, je vais avoir envie de pleurer très très facilement, je vais me sentir fatiguée, voilà, et épuisée par tout, quoi. Je cherche à être protégée en stress d'inhibition. Donc qu'est-ce qui peut m'aider? Eh bien tout simplement une personne ou un comportement qui vont me protéger de manière immédiate et un comportement qui va me permettre de me remettre en action d'une manière simple et accessible à mon niveau, puisque j'ai l'impression que tout m'est impossible à ce moment-là. Qu'est-ce que je peux dire du coup à une personne en stress d'inhibition? On imagine que je suis coach d'une personne qui va prendre la parole sur scène et qui est en stress d'inhibition. Donc c'est-à-dire qui tout d'un coup se dit oh, je suis plus capable de rien, j'y arriverai jamais, il y a 1000 personnes devant moi, j'en suis pas capable en fait, je peux pas, se met à pleurer, etc. Je suis coach, la personne va passer dans 5 minutes, va passer sur scène. Qu'est-ce que je peux lui dire à ce moment-là? La première chose, c'est complimenter sur les capacités humaines, c'est-à-dire t'es une bonne personne. J'ai confiance en toi. T'es quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Voilà, donc, mais des qualités qui sont plus relationnelles, qui sont plus sur l'empathie, sur les émotions. Et je vais trouver des projets ou proposer des petits pas qui sont à la portée de la personne. On y retourne à mon exemple, la personne va passer sur scène. Je vais lui dire par exemple, bah écoute, est-ce que tu te souviens déjà de ta première phrase d'introduction pour démarrer ta prise de parole? Ok, et eh ben on va commencer par ça. Souviens-toi de ça. C'était quoi l'étape juste après? Ok, tu fais un petit mot d'introduction sur toi, etc. D'accord, ok. Donc je propose des petits pas vraiment accessibles qui paraissent simples sans regarder tout ce qui va être fait dans cette présentation qui peut-être dure 15-20 minutes. Là, je vais me concentrer sur les 30 premières secondes et je vais remettre la personne en action vers ça. Comment je peux émotionnellement assister la personne? Eh bien, si la personne a besoin de se sentir protégée, c'est me montrer dans la douceur, dans l'empathie, être dans le soutien,
consoler la personne, c'est-à-dire l'accompagner d'un point de vue émotionnel avec douceur et délicatesse. Et du point de vue de mon attitude et de mon positionnement, donc bien sûr rester calme et se mettre à côté d'eux, c'est-à-dire se positionner en protection et en proximité de la personne. On a vu que la proximité en stress de fuite n'est pas recommandée, ni en stress de lutte. Là, en stress d'inhibition, le fait d'être proche, le fait d'être en soutien, d'être à côté d'eux, vraiment va favoriser la sortie du stress d'inhibition. Les comportements qui vont être aggravants pour une personne qui est en stress d'inhibition et donc qui a besoin d'être protégée, c'est soit de menacer, soit donc d'être menaçant bien sûr, soit de laisser seul, puisque justement cette personne a besoin de soutien. Donc les phrases pièges, ça va être tu es capable. Donc c'est forcer à l'action autonome, inciter à la volonté ou au courage. Ah mais tu sais bien, t'en es capable, tu l'as déjà fait, c'est pas si compliqué que ça, etc. T'as toutes les capacités, t'as tout à fait le CV pour faire cette présentation à l'oral. Tout ça, ça n'a aucun effet positif en fait sur une personne en stress d'inhibition, parce que concrètement, elle a l'impression d'être abandonnée à ses propres capacités, concrètement, c'est forcer la personne à se débrouiller toute seule. Et spécifiquement, c'est ce qu'une personne en stress d'inhibition n'est pas capable de faire à ce moment-là. Donc c'est forcer l'action autonome, c'est-à-dire bah, je te laisse te débrouiller, vas-y, t'es capable. Ça, c'est des petites phrases un petit peu automatiques qu'on peut avoir qui en fait aggravent le stress d'inhibition. En termes de ressenti, ça va être le fait de juger en disant bon bah écoute là franchement je suis déçue, je vois que tu n'y arrives pas, ou alors je vois que tu baisses les bras, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est juger, punir, et donc ne pas être en soutien de la personne, c'est-à-dire en lui montrant que son attitude ne convient pas. Et enfin, les comportements qui vont être aggravants, ça va être soit d'être menaçant, donc secouer, crier, par exemple dire bon allez maintenant on se bouge, hein, on y va, voilà, donc montrer de l'agacement, voire crier sur la personne, voire physiquement la secouer en disant bon bah maintenant tu vas te secouer un petit peu, on y va, c'est parti. Voilà, ça va pas du tout aider, ça va vraiment aggraver. Et puis le fait de laisser la personne seule en disant bon bah écoute, débrouille-toi, et donc partir concrètement. Ça aggrave vraiment le stress d'inhibition, ça met la personne en situation d'avoir l'impression qu'elle n'est pas capable toute seule. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On verra dans une prochaine vidéo comment justement les stress peuvent se rencontrer et faire et donner lieu à des situations qu'on a l'habitude de vivre, mais qui en fait expliquent beaucoup de choses. Et on vous proposera surtout très rapidement des contenus avec de la pratique pour vous permettre de sortir du stress vous-même et d'anticiper pour favoriser la bascule pour vous ou vos équipes. Merci beaucoup.